En 2019, RTE a lancé une large étude sur l'évolution du système électrique intitulée Futur énergétique 2050. Elle a nécessité 2 ans de travail et est fondée sur 4000 réponses à une consultation publique, 6 scénarios de production et 3 scénarios de consommation avec variantes. Le modèle simule le fonctionnement du système électrique à l'échelle européenne, chaque heure de chaque année pendant 30 ans. 40 réunions de concertation avec 120 organisations et intègre 200 chroniques météo issues du GIEC qui sont testées à chacune de ces heures. Notre expert Fabrice Crest en a analysé la teneur. Alors, quel est le mix énergétique idéal d'après le rapport RTE ? RTE ne fait aucune préconisation sur le mix énergétique. Il donne des éléments d'analyse et de choix. Donc c'est un rapport très important qui éclaire le débat public sur ce point, mais qui ne prétend pas évidemment le trancher. Ce qui est ennuyeux, d'ailleurs, dans la façon dont ce rapport peut-être a été reçu, c'est la fiction selon laquelle on aurait l'embarras du choix. Et on pourrait se contenter d'arbitrer sur des critères économiques entre des ENR et du nouveau nucléaire. Bon. En réalité, le développement des différentes filières est aujourd'hui extrêmement contraint et dans tous les scénarios. Donc au fond, la politique qu'il faudrait peut-être idéale, ça serait de faire un maximum de tout et le plus rapidement possible. Et compte tenu de la difficulté qu'on pressent à tenir la trajectoire prévue, on maximise les chances d'y arriver en agissant au maximum sur tous les leviers. Alors, par ailleurs, le rapport de RTE montre qu'au lieu de comparer ces moyens de production entre eux, donc d'avoir les avantages et les inconvénients des respectifs des ENR et du nucléaire, il faut aussi comparer ces moyens de production à d'autres moyens de décarboner l'économie. Le coût de la tonne de carbone évité est plus faible quand on investit dans du nucléaire ou dans des ENR que quand on décarbone l'économie par d'autres voies. Donc cet investissement dans une filière ou dans l'autre a toujours du sens. Au plan environnemental, enfin économico-environnemental si on peut dire. Et par ailleurs, l'investissement dans du nucléaire ou dans des ENR sera toujours, entre guillemets, sans regret. Il n'y a pas de risque de surcapacité. Puisque de toute façon, alors, l'étude de RTE intègre aussi une modélisation des mix énergétiques des pays interconnectés, des mix électriques des pays interconnectés avec la France. Et donc, quel que soit l'investissement dans les deux filières, et compte tenu de toute façon des contraintes qu'on aura à réaliser, à développer ces filières industrielles pour le nucléaire ou d'acceptabilité pour les ENR, de toute façon, on trouvera un exutoire pour la production dans les pays voisins. Donc faire un maximum des deux, avec les contraintes qu'on a, ça ne présente pas un risque de surcapacité, c'est toujours vertueux au plan environnemental, et ça maximise les chances d'atteindre la cible de décarbonation de la France en 2050. Donc peut-être qu'au lieu de se demander si il vaut mieux faire de l'un, de l'autre, ou plutôt du photovoltaïque, ou plutôt de l'éolien en mer ou à terre, il vaut mieux aujourd'hui se mettre en capacité de faire un maximum de tout. À quelles conditions peut-on y arriver ? La première réponse à laquelle on songe par rapport à cette question, c'est les conditions financières, combien ça va coûter. Là-dessus, le rapport RTE est plutôt partiel, puisque son sujet, c'est normal, hein, c'est le système électrique, donc finalement l'analyse est bornée au système électrique. D'ailleurs, RTE indique aussi comment dans un scénario d'électrification des usages, on fait une économie sur la facture énergétique de la France d'hydrocarbures importés. Donc en fait, si on se borne à ce coût net qui consiste à voir ce que coûtera le surcoût d'un système énergétique, d'un système électrique futur, moins la facture des hydrocarbures ou du charbon actuel, effectivement on peut avoir un coût net qui ne paraît pas très élevé. Par contre, l'angle mort de l'étude, et c'est normal, ce n'était pas forcément le sujet de RTE, c'est le coût d'adaptation de la demande, puisqu'on a une trajectoire de demande qui est quand même une réduction assez ambitieuse, et il y a des chantiers sur la rénovation des logements, le véhicule électrique. Bon, tout ça a un coût. Donc, moi, en tout cas, pour la lecture que je fais du rapport de RTE, je ne trouve pas de réponse complète à cette question. Mais à la limite, si on compare le coût de réaliser ça avec
le coût des conséquences du changement climatique, la conclusion est toujours qu'il faut réaliser ces investissements. L'autre condition, bien sûr, c'est des défis industriels, pour le nucléaire notamment, ou des défis d'acceptabilité sociale pour les ENR, ou des défis du type changement de mode de vie si on parle de la trajectoire de demande. Alors, évidemment, il ne faut pas minimiser ces différents aspects, même sur les changements de mode de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas dans l'illustration que fait RTE de cette trajectoire de demande des changements très radicaux. Le principal enjeu, selon moi, c'est quand même de rendre l'action publique efficace, puisqu'on voit qu'il faut accélérer sur tous les domaines, à la fois sur la demande et sur la production. Peut-être que le plus urgent d'ailleurs, c'est de prendre une décision très rapide sur les EPR français, parce que plus on attendra, plus les marges de manœuvre seront réduites. Il semble y avoir du mouvement du côté du gouvernement, mais enfin le quinquennat Macron apparaît quand même comme 5 années de perdu. D'emblée a été posée la condition de... je ne reviens pas sur l'arrêt de Fessenheim, qui est un peu le bilan des 5 ans du quinquennat Hollande. Et quant à l'actuel quinquennat, donc la condition a été posée d'emblée qu'il n'y aurait pas de nouveaux EPR tant que Flamanville n'aurait pas démarré. Bon. Entre-temps, on a des EPR qui fonctionnent en Chine, on a un chantier qui est en voie d'achèvement en Finlande, on a des Britanniques qui ont un chantier en cours à Hinkley Point, qui commandent d'ailleurs un nouveau réacteur à Sizewell, alors que la France ne se décide toujours pas à donner le feu vert. Enfin, on en est même à la situation absurde où Framatome commence à construire des cuves pour des réacteurs qui n'ont toujours pas reçu de feu vert de la part des pouvoirs publics. Donc il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Et la première chose à faire, bien sûr, c'est de démarrer ce chantier des EPR. En tout cas, si on souhaite prendre une option avec du nouveau nucléaire, on peut toujours prendre une autre option, mais on n'a pas encore 5 ans ou 10 ans de plus pour se décider, ça c'est clair. Voilà. Il y a un autre sujet très simple d'ailleurs aussi, c'est la PPE, donc il fixe un objectif de 50% de part du nucléaire en 2035, donc exprimé en taux de couverture de la demande. Et puis il a été considéré que cet objectif était cohérent avec l'arrêt de 12 réacteurs du palier 900 MW actuel, en plus de Fessenheim. Donc ça, à l'évidence, c'est une décision qui est assez arbitraire, ou en tout cas qui n'a pas été éclairée par des données technico-économiques, par un débat public. Bon. Donc là, on a un levier très simple. Il suffit simplement de revenir sur cette décision. Ça coûte rien, et ça donne des marges de manœuvre. Voilà. Sachant que ça ne correspond à rien, enfin je veux dire le 2035 c'est simplement d'avoir considéré que l'objectif initial fixé sous le quinquennat Hollande, qui était je ne sais plus quand, 2025 il me semble, était irréaliste. Voilà. Il ne faut pas chercher, à mon sens, plus loin que ça, c'est le sens de cet objectif. Voilà. Alors, les pouvoirs publics auront aussi la responsabilité, si jamais on choisit de faire du nouveau nucléaire, de définir le modèle économique du nucléaire. Donc il va falloir le financer avec un coût du capital qui soit raisonnable, et donc trouver un modèle économique suffisamment sûr pour faire ces investissements. Sur les ENR, c'est la même chose, il faudra trouver les moyens d'accélérer le développement. Il faudra aussi avoir un certain courage politique pour peut-être freiner le développement diffus des ENR, puisque le rapport de RTE indique qu'il y a un gros écart de coût entre deux façons de développer ces renouvelables. La première consiste à construire des parcs, des grands parcs, donc c'est une approche plutôt centralisée, et la deuxième est une approche diffuse, qui est un peu l'approche actuelle du gouvernement, dans laquelle on saupoudre des subventions pour un peu tout le monde, à la fois le particulier qui met des panneaux sur son toit, et le grand industriel qui fait des parcs photovoltaïques de centaines d'hectares ou de l'éolienne en mer.
Donc l'approche développement diffus est très coûteuse. Et dans un contexte où les investissements à réaliser sont élevés, autant avoir peut-être une approche un peu plus maîtrisée. Mais ça aussi, ça demande une réorientation des choix qui ont été faits jusqu'à présent. Donc une forme de volonté politique en fait. Voilà. Sur la demande, c'est la même chose. Aujourd'hui, je l'ai indiqué tout à l'heure, on fonctionne avec des outils qui correspondent, pour le dire vite, à un cadre libéral, notamment les certificats d'économie d'énergie, les quotas de CO2, etc. Bon, on voit que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que pour atteindre la trajectoire de demande compatible avec cet objectif neutralité carbone 2050, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Donc il faut, dans ce domaine aussi, revoir les politiques publiques. Alors comment rendre l'action publique plus efficace ? Alors, ça, c'est évidemment une vaste question sur laquelle il serait bien prétentieux de prétendre avoir des solutions toutes faites. Cela étant, on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, les secteurs comme l'énergie, mais y compris la rénovation énergétique des bâtiments, un certain nombre d'actions publiques sont pilotées avec des instruments libéraux, des mécanismes de marché, des quotas de CO2, des certificats d'économie d'énergie. Bon, est-ce qu'on, pour rendre l'action publique plus efficace, est-ce qu'il ne serait pas temps d'instiller une dose quand même de réglementation dans cette action publique, quitte à avoir une action un peu plus contraignante sur les entreprises. Donc agir avec davantage, avec peut-être des interdictions, des incitations, des subventions éventuellement. Donc en tout cas un retour d'une action un peu plus dirigiste de l'État. Cette action plus dirigiste peut aussi passer par un autre instrument qui est le service public. Moi je pense souvent, j'ai cet exemple en tête de l'ancien service DFGDF, le service commun de la distribution, qui avait un rôle donc non seulement de gestion des réseaux, mais qui avait aussi un rôle structurant dans la filière de l'artisanat, des chauffagistes, y compris dans la filière industrielle des fabricants de chaudières, de radiateurs. Voilà, j'ai le souvenir quand même d'une époque où DFGDF délivrait des labels, avait des actions de formation des artisans, des partenariats, avaient leur mot à dire sur les matériels qui étaient développés par les fabricants de chaudières, de radiateurs. Donc on a là manifestement quand même perdu un instrument de pilotage. Voilà, je pense que ça fait partie peut-être des réflexions à avoir sur ce service public de l'énergie qui aujourd'hui s'est un peu perdu dans des moyens d'action publique très libéraux, mais qui manifestement aujourd'hui ne sont pas suffisamment efficaces par rapport aux objectifs qui sont dans le rapport de RTE, donc par rapport à cet objectif de décarboner la France en 2050.